Apolline Matin. Charles Magnin. Il est 7h41, bon réveil à tous sur RMC et RMC Story. L'invité du jour. Deux invités du jour ce matin pour parler de cette sécheresse historique et des mesures de restriction d'eau qui doivent être annoncées ce soir par le gouvernement. Réunion de tous les préfets. Avec nous dans ce studio, Tristan Mathieu, bonjour. Vous représentez la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Bon, pour faire simple, c'est Suez, Veolia, les entreprises qui mettent l'eau dans les tuyaux jusqu'à nos robinets. Pour le dire concrètement, dans un instant, vous allez nous dire comment ces entreprises, justement, vont s'adapter face à cette sécheresse. Et notamment, tiens, si les prix vont augmenter aussi, on va vous poser la question. Mais d'abord, on va se rendre à Montpellier où nous attend Serge Jacquat. Bonjour, vous êtes docteur en agroclimatologie. Vous étudiez l'impact du climat sur l'agriculture et donc l'impact de cette sécheresse sur nos sols. 32 jours sans pluie, sécheresse hivernale historique. Est-ce qu'on va forcément vivre l'enfer cet été? Est-ce que la catastrophe est encore évitable, Serge Jacquat? Alors, bonjour à tous déjà. Il y a deux options pour cet été. La première option, c'est qu'il ne pleut pas suffisamment en mars et que la suite du printemps reste sèche. Alors, s'il ne pleut pas suffisamment en mars, on est pratiquement sûr que les nappes phréatiques ne vont pas se recharger. Et donc, les nappes phréatiques, c'est notre réservoir. Il faut savoir que c'est notre réservoir pour passer le printemps, puis l'été, surtout l'été. Et donc, si elles ne se rechargent pas, on aura des problématiques d'eau potable, mais également d'irrigation. Et la deuxième option, qui est un petit peu plus optimiste, on va dire, c'est qu'il repleut en surface, donc en mars, en avril, en mai ou plus tard dans le printemps. Et ça permettra à l'agriculture et aux écosystèmes de reprendre de l'eau. Et ça évitera à l'agriculture de devoir pomper dans les nappes phréatiques pour pouvoir irriguer. Mais dans tous les cas, dans ces deux scénarios, on est pratiquement sûr que les nappes phréatiques ne retrouveront pas un niveau intéressant d'ici début avril, donc on aura quand même des problématiques tout le long de l'été. Il s'agit juste de savoir si on a des grosses problématiques ou de petites problématiques. Donc on comprend bien que les semaines qui viennent sont décisives sur le remplissage des nappes. Mais si vous étiez à la réunion là tout à l'heure du ministre avec les préfets autour de lui pour décider des restrictions d'eau, Serge Jacquat, quelles mesures de restriction faut-il prendre selon vous? Alors, il faut commencer doucement avec les mesures de restriction. Déjà, il faut savoir que nos nappes phréatiques sont des réservoirs. C'est-à-dire que si on pompe dans nos réservoirs en hiver et au début du printemps, on aura de l'eau en moins pour la suite de l'été et donc de l'eau en moins pour la production agricole. Donc il faut réduire déjà dès à présent certains usages qui ne sont pas forcément essentiels, comme le remplissage des piscines individuelles. Il faut savoir qu'on a énormément de piscines dans le sud de la France et que c'est bientôt la période où on les remplit pour ceux qui ne les ont pas vidées cet hiver. On a également le nettoyage des voitures, l'arrosage des fleurs et des parterres de fleurs dans les villes, le nettoyage des sols également dans les villes. Attention, ne pas oublier que les arbres sont essentiels dans les villes, donc il faudra quand même y prendre soin. Je parle des fleurs d'ornement. Donc voilà, ce sont des choses non essentielles qu'il faudra arrêter dès maintenant en vue de voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Si jamais la pluie revient et que la situation s'améliore, bien sûr, on pourra reprendre ces usages-là. Mais pour l'instant, en précaution, et c'est important, en précaution, il faut garder l'eau dans les nappes phréatiques au cas où on en a beaucoup besoin. Les voitures, nettoyer les trottoirs, irriguer un rond-point, remplir une piscine particulière, c'est pas essentiel, vous le dites. Je me tourne vers Tristan Mathieu dans ce studio. On l'entend, tout le monde va devoir faire des efforts, les particuliers, les communes, etc. On a le sentiment que, comme pour l'électricité, on rentre dans un temps de sobriété, mais aussi presque d'inquiétude sur une forme de pénurie. Alors, est-ce que de votre côté, vous pouvez nous assurer qu'on aura assez d'eau cet été? Vous avez raison, c'est un peu des schémas un peu similaires. Et d'ailleurs, nous, on a appelé à la sobriété déjà il y a un an les consommateurs et on a constaté que ça fonctionnait. C'est-à-dire que l'été qu'on a vécu était un été excessivement chaud, qui était déjà très sec. Et on a réussi à peu près à maintenir un niveau de consommation constant par rapport à des étés moins chauds, alors que d'habitude, il y a une augmentation très forte des consommations. Donc la première des choses, c'est que les Français sont quand même à l'écoute de ce genre d'alerte et qu'il faut en effet, comme le disait M. Jacquat, qu'ils soient très vigilants aujourd'hui parce que sinon on aura des problèmes cet été. Ça, c'est les mesures que nous, on peut prendre au quotidien quand on ouvre nos robinets à la maison, tout simplement. Mais du côté industriel aussi, vous avez des mesures à prendre. En France, on gaspille de l'eau. Il y a ce chiffre, on nous dit que 20% de l'eau potable s'échappe des canalisations avant d'arriver aux consommateurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par là, arrêter de gaspiller, moderniser le réseau, mettre des rustines sur les tuyaux, quoi? Alors, c'est essentiel. Il faudra tout faire. C'est-à-dire que c'est pas le rôle d'une seule personne, d'une seule partie prenante. C'est pas le rôle que des consommateurs. Ce n'est pas le rôle que des industriels. Ce n'est pas le rôle que des agriculteurs, que des collectivités ou que de nos entreprises. Il faut qu'on agisse tous pour l'eau parce que
là encore, on est en train de vivre des épisodes successifs de sécheresse qui sont en effet inquiétants pour les nappes d'eau. La bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens d'y faire face si on s'y met tous. Mais je reviens sur ce gaspillage. Qui doit aujourd'hui faire en sorte que le réseau soit étanche, quoi? Ah, le réseau est étanche. Alors, vous avez raison. Il y a Qui doit investir? Parce qu'il faut bien que quelqu'un ait les réparer, ces tuyaux-là. Alors, les canalisations d'eau, en effet, perdent de l'eau. C'est un peu inhérent quand même à une canalisation parce que c'est sous pression. Il y a 1 million de kilomètres de canalisation en France. 20% de l'eau potable qui fuit, quoi. Et 20%. Et donc, il faut réinvestir fortement sur ces canalisations. On estime en France que le déficit d'investissement sur les infrastructures d'eau, c'est de l'ordre de 3 milliards par an. Donc, il faut que les collectivités et l'État, à travers les agences de l'eau, incitent à ces investissements, renouvellent un peu plus les canalisations, dont on a des technologies aussi. On peut mettre des capteurs sur les réseaux. On peut faire du comptage intelligent des consommateurs pour prévenir les fuites aussi après compteur. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui existent. Et puis, alors, donc, on a parlé de Veolia, de Suez, des entreprises de l'eau. On a parlé des petits gestes des particuliers et les agriculteurs. Vous les avez cités tous les deux, Serge Jacquat et vous aussi, Tristan Mathieu. Justement, Patrick nous a appelé agriculteur dans le Lot-et-Garonne. C'est ça? Bonjour, Patrick. Oui, bonjour à tous. Vous avez composé le 32-16 pour nous parler de votre rôle, vous, en tant qu'agriculteur, dans cette sécheresse. Comment vous vous adaptez, vous, Patrick, en tant qu'agriculteur? Est-ce que vous avez pris des mesures ces derniers mois, ces dernières années, pour limiter votre consommation d'eau? Oui, alors, je suis noiseticulteur dans le Lot-et-Garonne. Et en 2003, on a installé du goutte-à-goutte enterré dans les arbres. C'est-à-dire qu'on a mis une ligne de goutteurs à 1 mètre le long de nos rangées, enterrées à 25 cm de profondeur. Et l'objectif, c'est d'apporter de l'eau en même temps que l'arbre il la consomme. En gros, c'est de 6 h du matin à 15 h l'après-midi. Et on lui apporte à quelque chose près au milieu des racines 7 litres d'eau à l'heure. En 2003, cette technique-là nous permettait d'économiser quasiment 50% d'eau par rapport à un système traditionnel d'irrigation. En 2022, comme il fait de plus en plus sec, cette technique-là nous fait toujours économiser de l'eau, mais si vous prenez mon compteur d'eau, je remets la même quantité d'eau qu'il y a 20 ans. Parce qu'il pleut de moins en moins et on est obligé d'apporter de plus en plus d'eau. Et par rapport aux gens qui sont non agriculteurs, pour nous, c'est une grande difficulté de communication parce que si on nous prend les chiffres, on consomme toujours la même quantité d'eau. Malgré toute la technique et les économies qu'on peut faire, en fait. Donc vous avez eu beau mettre en place des techniques, comme vous dites, novatrices, en tout cas pour gaspiller moins. Il n'empêche qu'aujourd'hui, elles montent leurs limites face à la sécheresse et à vos besoins, tout simplement, à votre nécessité de consommer de l'eau. On l'entend, j'aimerais poser une dernière question à Serge Jacquat. Quand on entend Patrick qui nous dit « moi j'ai pris des mesures il y a maintenant 20 ans, mais elles ne suffisent pas », on parle des petits gestes du quotidien. Vous nous le disiez, Tristan Mathieu, les Français ont adopté des gestes aussi. On parle d'investissement sur l'avenir. Il manque 3 milliards sur les canalisations. Serge Jacquat, est-ce qu'au fond, ça suffit, tous ces petits gestes additionnés, ou est-ce que c'est un vrai changement de modèle, une révolution dans notre rapport à l'eau qu'il faut aujourd'hui? Oui, tout à fait. En fait, on a beaucoup parlé des modifications court terme, par exemple des retenues d'eau, ça peut être utile à court terme, des modifications dans les canalisations également, mais il y a des investissements à faire à long terme, comme par exemple la modification du système d'irrigation. C'est très bien, les agriculteurs, ça fait déjà 20 ans qu'ils y pensent, avant tout le monde, ils y ont pensé. Il y a également de la génétique, de nouvelles variétés. Il faut savoir que les rendements de maïs qu'on a eu en 2022 en sécheresse absolue sont équivalents aux rendements qu'on avait en 1960 sans sécheresse. Donc on a une très forte augmentation de la production agricole à quantité d'eau égale. Il y a également de nouvelles espèces qu'on peut apporter, peut-être des pistachiers, peut-être du sorgho, peut-être du mil, du millet, de nouvelles céréales qui sont moins consommatrices d'eau, mais également plus résistantes aux fortes canicules. Et le dernier point, c'est des évolutions agronomiques à long terme sur le modèle agricole. Donc là, c'est plus de la technique agricole. Et donc, par exemple, moins de labour, plus de cultures intermédiaires pour faire de l'ombre sur le sol quand il n'y a pas de culture. C'est pour permettre au sol de stocker plus d'eau. C'est là où on trouve l'eau, c'est dans le sol. Oui, donc changer certains modèles agricoles. Et en effet, c'est à travers
peut-être la recherche, les nouvelles technologies, mais aussi l'investissement. Je me retourne vers Tristan Mathieu sur nos bonnes vieilles canalisations aussi, qu'il va falloir miser pour faire face à cette sécheresse. Et vous le disiez, Serge Jacquard, on ne sait pas encore si ce sera la catastrophe ou pas cet été. Il y a une inquiétude, mais les prochaines semaines seront donc décisives pour savoir si nos nappes phréatiques sont plus ou moins remplies pour cet été. On va suivre évidemment de très près et on va surveiller ce soir les annonces du gouvernement, de nouvelles restrictions d'eau. Et on continue à en parler avec vous au 32-16. On remercie Patrick, agriculteur, d'être venu témoigner en direct au 32-16.